Bonjour à tous, je suis Christelle, sorcière multicasquette et créatrice du podcast Ma vie de sorcière. Je te partage des réflexions, des astuces de sorcière, de la magie que tu peux mettre facilement au quotidien pour oser enfin être réellement qui tu es et révéler ta puissance. Si cela te plaît, je t'invite à partager les épisodes à des proches et aussi à venir y mettre une jolie note et un joli commentaire sur la plateforme de ton choix. Et si tu veux aller plus loin, tu peux me rejoindre dans le Coven Initiation afin d'en apprendre plus sur la sorcellerie et l'énergétique, de rencontrer des sorcières passionnées comme toi et de pouvoir créer ta propre magie. Et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello sorcière, bienvenue dans ce nouvel épisode du jour. Je suis Christelle Célis de Ma vie de sorcière et je suis heureuse de te retrouver comme tous les jours pour un nouvel épisode. Et aujourd'hui je vais te parler de, selon moi, qu'est-ce qui est important lorsqu'on veut devenir thérapeute. Quels sont un peu les points obligatoires selon moi pour être un bon thérapeute. À mon sens, déjà, pour commencer, quelqu'un qui veut devenir thérapeute, quelqu'un qui est thérapeute, doit travailler sur soi. Et je fais exprès de commencer par ça parce que pour moi, c'est vraiment l'un des points les plus importants parce que c'est l'un des points qui peut faire en sorte qu'un accompagnement, qu'une séance se passe mal. Je m'explique parce que si on tombe sur un thérapeute qui ne travaille pas sur soi, qui du coup potentiellement a des traumas, des blessures, des croyances, des freins, des peurs qui n'ont pas été réglées, qui n'ont pas été conscientisées, qui ne sont pas en train d'être transformées, c'est fort probable qu'il y ait un transfert qui se fait sur le patient. C'est-à-dire que ça m'est arrivé parfois d'échanger avec des personnes qui avaient été voir justement des thérapeutes et que finalement la problématique qui avait été soulevée sur le problème de la personne qui venait la voir n'était pas du tout alignée, ou du moins peut-être qu'il y avait une résonance, qu'il y avait un petit fond de vérité, mais que c'était pas la majorité du problème. En gros, que c'était un grain de riz dans le saladier et que le thérapeute a fait une fixette sur ce grain de riz parce que ça mettait en exergue sa problématique à lui. En plus, généralement, la vie est méga bien faite, je te l'ai dit dans d'autres podcasts que j'ai fait cette semaine dans les épisodes précédents, c'est que généralement, et en tout cas pour moi c'est toujours été comme ça, la vie m'a toujours amené des personnes à accompagner qui soit passaient par quelque chose que j'étais en train de régler, soit que je venais juste de régler, un peu comme une validation d'acquis, tu vois, un peu comme quelque chose, allez vas-y, on te confronte à la situation que tu viens de vivre pour voir comment tu te positionnes, et aussi pour voir finalement cette situation d'un point de vue extérieur. Et en fait, si le thérapeute n'a pas travaillé sur sa problématique, si le thérapeute n'est pas dans une posture de se connaître, n'est pas dans une posture de savoir identifier son ego, son mental, ses peurs, ses croyances et ses jugements, ça peut être une catastrophe pour la personne qui vient pour se faire coacher, parce qu'il peut en effet avoir des projections de sa propre histoire en tant que thérapeute sur le coaché, une projection de ses propres croyances, de ses propres jugements, de ses propres peurs, et une projection aussi de son histoire tout simplement et de ses potentiellement traumas. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est à mon sens dangereux, parce que la personne qui vient voir un thérapeute est là pour se faire accompagner, elle n'est pas là pour être le révélateur ou le détonateur de son thérapeute, et donc finalement de vivre aussi à son tour par ricochet une séance ou un soin ou totalement même un accompagnement qui se déroulera mal, parce que forcément ça viendra trigger le thérapeute. Donc hyper important de travailler sur soi pour toujours être droit dans ses bottes, et comme je dis toujours, balaye devant ta porte avant d'aller balayer devant la porte des autres. Donc hyper important aussi de venir travailler sur soi, sur ses peurs, sur ses croyances, sur toutes ces choses-là, pour tout simplement être aussi crédible, je trouve. Moi je sais qu'après c'est très propre à moi, mais c'est une de mes plus grandes peurs de devenir un cordonnier mal chaussé. C'est pour ça que c'est hyper important pour moi qu'un thérapeute travaille sur soi, et c'est pour ça que je mets un point d'honneur à faire ça. Moi, c'est très régulièrement tous les mois que je fais un soin énergétique, que je participe à des week-ends entiers, et que j'en fais plusieurs dans le week-end, de constellation familiale.
Et qu'après je vais travailler aussi sur les blocages de mon corps avec le yoga, la kinésio et un ostéo. Bref, voilà, mais c'est hyper important en tout cas de travailler sur toi si tu es thérapeute ou si tu veux devenir thérapeute. Et ça te permettra aussi d'avoir une sorte de facilité, je pense aussi, à mieux comprendre aussi par ce quoi passent les personnes que tu as envie d'accompagner. Les personnes aussi qui tout simplement vivent des traumas ou des peurs qui passent avec toi. Toi, tu vas passer aussi dans les mains d'un thérapeute, donc tu vas pouvoir te mettre aussi à leur place, comprendre un peu mieux comment est-ce qu'ils vivent l'expérience, comment se vit le changement, comment se vit l'accompagnement. Donc pour moi, c'est vraiment le point primordial. Ensuite, l'autre point qui, à mon sens, va avec, c'est le côté ancrage. Ça va avec parce que généralement c'est quand on n'est pas ancré qu'on part dans justement des divagations mentales, des divagations de la peur, des divagations émotionnelles. Et encore une fois, un thérapeute n'est pas là pour faire sa thérapie avec son coaché, mais il est là pour l'accompagner. Donc c'est primordial d'être un thérapeute qui prend le temps de s'ancrer, qui prend le temps de se centrer, qui prend le temps aussi de se nettoyer, de se purifier, histoire qu'il ne ramène pas la merde des autres sur quelqu'un d'autre, ou même sa propre merde sur quelqu'un d'autre, et aussi pourquoi pas la merde du lieu aussi, si le lieu est chargé. Donc hyper important de nettoyer le lieu, de se nettoyer soi, de se centrer et de s'ancrer, c'est aussi vraiment la base. Autre chose, troisième point qui est hyper important quand on veut devenir thérapeute ou qu'on veut être thérapeute, c'est le fait de se former. Alors, je trouve que c'est important de se former parce que ça va justement permettre d'avoir des notions principalement de sécurité avec des gens qui ont déjà eu de l'expérience, qui ont déjà justement pratiqué et qui ont déjà eu plusieurs cas de figure. Je dis pas que on peut pas faire des soins sans être formé parce qu'il y a plein de personnes qui font des soins de manière très intuitive, qui ont vraiment justement, c'est inné chez eux, c'est très intuitif et c'est très très bien. Mais moi je trouve que c'est important de se former pour vraiment avoir cette posture de thérapeute, pour vraiment avoir justement cette posture de ok, je sais aussi créer un cadre sécurisant, je sais gérer justement si jamais il y a des crises d'angoisse, des crises de trauma, le système nerveux qui s'emballe, peu importe, je sais le faire et ça amène justement tout simplement un professionnalisme et surtout un espace sécurisé et un espace sécurisant. C'est surtout pour ce point-là, je trouve qu'en effet les formations sont méga importantes. C'est pour pouvoir être en mesure d'être sûr d'avoir tous les clés pour gérer peu importe les circonstances et les situations qui arrivent à toi et que toujours la personne que tu suis se sente en sécurité et se sente écoutée et se sente vraiment dans un espace où elle peut se lâcher, se libérer et laisser tout simplement partir ce qui doit partir et que tu sois sûr toi d'avoir les pieds bien ancré, bien solide pour pouvoir dans tous les cas être son phare, la personne sur laquelle elle pourra se reposer si les émotions sont un petit peu trop présentes. Même si je te le dis toujours, j'ai aussi la profonde conviction que l'univers nous envoie toujours des situations qu'on est capable de gérer même en tant que thérapeute et si tu sens que tu n'es pas capable parce que tu penses qu'il te manque un outil, ne pas voir ça comme comme une faiblesse, ne pas voir ça comme étant quelque chose de nul, de tout simplement dire au client que ça tu ne sauras pas le gérer et que du coup tu l'envoies vers un autre confrère ou une autre consoeur. Le quatrième point qui est très important quand on est thérapeute ou quand on veut être thérapeute, c'est le consentement. Ça c'est partout, le consentement en règle générale dans n'importe quelle relation, c'est important. Le consentement quand on est thérapeute, c'est quoi ? C'est le fait de ne pas faire de soins à quelqu'un qui ne te l'a pas demandé. Hyper important. Même si tu te dis « Oui, mais j'ai demandé à son âme, elle est d'accord ». Alors oui, mais non, parce que non, en fait. Non, la personne ne veut pas. Tu n'as pas à agir en tant que sauveur, à te dire, ok, je sens que cette personne a besoin d'un soin, même si elle n'est pas d'accord, son âme m'a dit oui, parce qu'en plus n'oublions pas que généralement ce genre de questions potentiellement on le fait au pendule et que si tu n'es pas centré, pas aligné, pas ancré, le pendule te répondra ce que tu as envie d'entendre. Donc non, on ne fait pas de soins à des personnes qui vous ont dit non, à des personnes qui ne sont pas prêtes, à des personnes qui n'ont tout simplement pas envie, parce que c'est pas forcément aussi une question d'être prêt ou pas, il y a des personnes pour qui ces outils-là ça ne parle pas, donc on ne fait pas de soins à quelqu'un qui vous a dit non. C'est logique, c'est le consentement, tout comme si tu
tu sens qu'il y a quelque chose qu'il faut aller voir, mais que la personne en face de toi n'est pas prête. Moi, ça m'est arrivé plein de fois de faire des accompagnements et de voir en fait clairement ce qui se tramait, de déposer des graines, de le dire concrètement aussi, de le dire frontalement à la personne, mais que la personne en face ne l'entendait pas et n'était pas prête à l'entendre. C'est pas pour autant que je vais lui dire si écoute, ton problème que tu as c'est dû à ça, rien à foutre que tu sois prête à l'entendre ou pas, on va faire un soin là-dessus et comme tu veux pas y aller consciemment, je vais te faire un soin à distance. Jamais on fait ça. Si la personne elle est pas prête, et ben au moins dis-toi que tu as au moins planté une graine. Moi, il y a comme je te l'ai dit, des personnes qui n'étaient pas prêtes à aller voir des choses, donc on a été travailler sur d'autres plans, on n'a pas été voir fondamentalement ce truc-là, et c'est des personnes soit du coup qui sont revenues me voir après en disant c'est bon, je suis prête, j'ai compris, maintenant on peut y aller, et je peux t'assurer que le travail se fait du coup dans la douceur et dans une efficacité avec des résultats qui sont fous, ou alors tout simplement la personne te dira pour le moment je suis pas prête, mais peut-être que dans l'accompagnement, si c'est sur plusieurs séances, peut-être que justement en parlant, en travaillant avec elle, tu vas pouvoir progressivement l'amener du coup à là où tu veux aller. Par exemple, je donne un exemple. La dernière fois, j'ai une femme qui est venue donc chez moi, donc là c'était en présentiel, pour travailler sur son enfant intérieur, qu'elle sent qu'il est énormément en souffrance, mais énorme peur d'aller voir son enfant intérieur parce qu'elle avait été voir un thérapeute justement pour travailler cet enfant intérieur et elle s'est retrouvée recroquevillée sur la table tout en étant crispée, en hurlant avec une grande colère où elle avait juste envie de frapper son enfant intérieur. Enfin voilà, ça a fait pire que mieux. Du coup, elle osait plus du tout aller voir cet enfant intérieur alors qu'elle savait que le problème était là. Bref, voilà, gros blocage. Donc du coup elle revient me voir en disant ok bon bref je te fais confiance, vas-y on y va. Et en effet quand j'ai commencé le soin et que je me suis connectée à elle, donc là c'était en présentiel, j'ai bien vu que l'enfant intérieur en fait était totalement en colère contre les adultes, que cet enfant intérieur ne voulait pas être avec des adultes. En fait, je voyais vraiment l'enfant intérieur dans un coin de sa psyché qui avait mis vraiment un plexi, parce que quand même, elle voulait bien voir, mais un plexi, mais tu sais, genre le truc, c'était une vitre pour protéger des balles, tu vois, enfin un truc qui tient vraiment la route, et que elle m'écoutait pas moi, elle écoutait pas la personne qui était venue, enfin elle était vraiment dans son monde, et elle ne voulait pas, parce que pour elle, les adultes étaient associés à la trahison et associés au fait que de toute façon ils en font qu'à leur tête quoi qu'il arrive et que du coup on peut pas leur faire confiance, que c'est des méchants et que du coup en gros ils ont qu'à tous crever la bouche ouverte. Enfin c'était en gros vraiment son discours, c'était assez brutal on va dire et en fait ce qui s'est passé déjà c'est qu'elle a eu des rideaux, alors en me connectant avec elle, en parlant avec elle, on a pu commencer à ouvrir les rideaux, elles ont pu avoir un eyes contact, donc au fur et à mesure ça s'est fait, puis bon bref je vais pas te faire tout le soin, mais après en plus entre deux il y a l'ado qui est venu et l'ado a aidé son adulte intérieur et l'enfant intérieur à au moins avoir un pseudo-échange, mais c'était impossible à l'enfant de venir parler à l'adulte et de venir sortir de son plexiglas pour résoudre des problématiques. Du moins, dans ce soin-là, c'était pas possible. Si j'avais forcé, parce que j'aurais pu, on peut forcer. Si j'avais forcé, elle se serait de nouveau retrouvée recroquevillée sur la table en colère et ça aurait été de nouveau un traumatisme pour elle. Donc j'ai préféré lui dire, écoute, là, on a fait une première mise en contact. Je vais te donner des exercices à faire dans la matière pour que tu montes à ton enfant intérieur, que tu la prends en considération, que tu l'écoutes et qu'elle a sa place dans ta psyché. Quand tu reviendras me voir, logiquement, ça devrait être un petit peu plus détendu du coup de la nouille vu qu'ils auront cohabité un peu ensemble et on essayera du coup progressivement de recréer une relation de confiance. Et ça c'est hyper important et c'est là aussi où il y a cette notion justement de consentement, c'est que là c'était entre guillemets la part de sa psyché qui était pas consentante du coup. Et du coup il faut pas forcer parce que ça fait pire que mieux. Ça a traumatisé encore plus l'enfant intérieur, ça a traumatisé la patiente qui du coup a été vraiment récalcitrante à refaire un soin et qui finalement est revenue vers moi mais qui pendant longtemps n'osait plus s'occuper de cette partie-là parce que ça lui a fait peur. Donc le consentement, que ce soit de la psyché de la personne ou même de la personne en termes de ce qu'elle est dans son corps physique et qu'elle te dit un non verbalement, c'est méga
important de le prendre en compte, ok? On ne va pas voir quelque chose même si tu sens que c'est là, si les personnes ne sont pas prêtes. Tu peux semer des graines, tu peux lui dire je pense que c'est ça, mais si t'es pas prête, on y va plus tard. Mais voilà, vraiment faire attention à ça. Et ensuite, l'autre point important qui est, à mon sens, vraiment aussi primordial, c'est le fait de bien veiller à... j'ai envie de dire prendre son temps, ça serait le 5e point, mais je vais être plus précise dans l'intitulé de ce point qui est important quand on veut devenir thérapeute ou qu'on est thérapeute. C'est en fait, quand je dis de prendre son temps, c'est en gros de bien penser à nettoyer la table une fois qu'on a travaillé. Pourquoi je dis ça? Parce que ça m'est arrivé aussi plein de fois de travailler sur des personnes qui venaient me voir parce que, en fait, on avait fait un travail énergétique sur eux et qu'on n'avait pas terminé. Et donc, je pense notamment à quand j'étais sur l'île, quelqu'un qui était venu me voir pareil en présentiel, qui avait fait une hypnose régressive et que l'hypnothérapeute ne l'avait pas fait revenir. C'est emmerdant. C'est un peu emmerdant. Typiquement, ça, c'est un point hyper important. Quand tu fais partir quelqu'un en hypnose régressive, tu la fais revenir ensuite, tu ne la laisses pas dans son état régressif. Ça m'est arrivé plein de fois, j'ai vu plein de cas comme ça. Je sais aussi que ça peut se faire aussi dans des soins énergétiques, voilà, on vous dit que c'est 1 heure, on a ouvert un truc, voilà, le truc est là, c'est la boîte de Pandore, ça jaillit de partout, du coup il y a beaucoup d'émotions qui arrivent, de peur, de pleurs, et des thérapeutes qui disent « Ah bon bah l'heure est finie, donc ben du coup je vais vous laisser repartir chez vous et puis on peut prendre rendez-vous la semaine prochaine ». Bah non plus en fait, tu fais en sorte de prendre un créneau plus large que ce que tu as besoin pour ton soin, pour que si jamais il y a des choses comme ça qui se passent, eh ben tu as le temps de le gérer du coup. Donc moi je sais que généralement mes créneaux de soins sont entre 1h30 et 2h pour que justement, déjà parce que j'aime bien papoter avant et après le soin, et aussi que justement si je tombe sur des cas comme ça, que je dise pas à la personne bah je suis désolée, j'ai un rendez-vous qui attend, ça fait déjà 1/4 d'heure qu'elle attend, du coup je vais te laisser avec tes pleurs et puis on se revoit dans 4 jours. Bah non. Et pareil pour les constellations familiales, même principe, les constellations familiales, quand j'en fais, je fais bien aussi en sorte de voir que le système a été apaisé, que tout est revenu, que tout est harmonieux, pour pas laisser les personnes partir avec justement tout le truc qui est ouvert là, qui est à cœur ouvert et puis qui repartent avec leurs émotions et tout qui est décuplé. Je sais, c'est quand j'ai passé ma formation, du coup... que Maud et Héloïse qui m'ont formée m'ont parlé de ça. Il y a des personnes qui font des constellations qui passent 1/4 d'heure par constelle. Voilà, quand elles font des journées. Donc les journées sont méga remplies, il y a plein de représentants, mais c'est 1/4 d'heure par constellation, pas plus. En 1/4 d'heure, t'as les nanas qui sont dans la constelle, qui sont en train de pleurer, qui sont en train de crier, parce que du coup, tout est révélé au grand jour, le cœur il est là, grand ouvert, la problématique elle est là, elle sointe presque, et on te dit, ah bah non, 1/4 d'heure, bah du coup, la boîte de mouchoirs elle est là-bas, tu peux aller t'asseoir dans le coin calme, bon, prends quelques huiles essentielles, médite un peu, tire-toi une carte si tu veux, mais on va passer à une autre constelle. Non, ça on ne le fait pas ça, donc ça, non, ça on ne le fait pas. Donc ça, pour moi, c'est les 5 points les plus importants si tu veux devenir thérapeute ou si tu es thérapeute. Je suis sûre qu'on trouverait encore tout plein d'autres points, mais voilà, pour moi, le fait justement de faire en sorte de travailler sur soi, de faire en sorte que tu sois toujours bien ancré, bien centré, que ton endroit soit nettoyé, que toi aussi tu sois nettoyé, que tu fasses attention au consentement, que tu penses à te former pour avoir tous les clés et pas être pris au dépourvu et pas justement, encore une fois, te retrouver face à une bombe. Et le fait aussi de prendre ton temps pour faire bien les choses, c'est des choses qui paraissent logiques en vrai, mais qui ne sont pas forcément parce que apparemment tout le monde ne le fait pas. Donc voilà, c'était pour moi important de signaler en tout cas ces choses-là, et je pense que ça c'est très important en effet d'en prendre conscience, et pour pouvoir choisir son thérapeute, et aussi pour toi si tu as envie de devenir thérapeute, de te dire ok, ça c'est vraiment des choses qui vont me tenir à cœur, et tout le côté aussi, ça va pour moi avec cette notion de réussir à nettoyer la table quand on a fini de travailler, mais ça va avec le côté suivi aussi. Voilà, en tout cas, pas tous les thérapeutes. Moi, je sais que je travaille beaucoup avec des personnes qui ont vécu des choses très traumatisantes, comme de la séquestration, des violences conjugales, de la violence sexuelle.
c'est hyper important quand on va voir en fait ce qui se trame derrière tout ça et qu'on va réveiller ces traumas-là pour pouvoir les apaiser ensuite, de se montrer aussi disponible pour la personne et de ne pas être juste là le temps d'1 heure dans un soin et après de disparaître et de laisser la personne face à ses traumas. C'est important du coup d'être vraiment dans cette notion d'accompagnant, parce que c'est ça, pour moi en tout cas, être un thérapeute, c'est quelqu'un qui accompagne et qui permet à la personne aussi de devenir autonome et de devenir indépendant dans sa guérison. Ça pourrait limite être un 6e point. Alors l'idée c'est que c'est un peu embêtant parce que le titre de ce podcast c'est les 5 points, mais le 6e point que je pourrais aussi rajouter, c'est aussi... Ah ouais, et puis en plus là j'ai eu vraiment des cas par rapport à ça. C'est aussi le fait de, quand on est thérapeute, un bon thérapeute c'est quelqu'un qui fera tout, qui mettra tout en place pour que vous n'ayez plus besoin de le revoir. Et ça c'est hyper important. Moi je sais que mon but quand vous venez me voir en accompagnement, c'est de faire en sorte que tu as des exercices que tu peux refaire chez toi, que tu as une petite boîte à outils qui comprend des méditations, des sonothérapies, des yogas qui peuvent aussi te calmer ton système nerveux, que tu puisses en effet toi-même avoir des clés concrètes par exemple dans tes routines, dans ta façon de respirer, dans la façon justement de prendre soin de ton corps physique aussi, qui vont pouvoir à chaque fois traiter ton trauma dans la matière et qui progressivement t'expliquer les choses pour que tu deviennes toi-même ta propre soignante en fait, que tu deviennes toi-même ta propre guérisseuse, que tu sois en fait toi-même celle qui prend soin de toi. Parce que c'est pas le cas pour tout le monde. Il y a pareil, il y a plein de fois, quand j'étais notamment à Lille, où il y avait des personnes qui venaient me voir pour des soins énergétiques parce qu'en fait ça leur semblait très louche, parce qu'au plus elles allaient voir un thérapeute, au plus elles étaient de plus en plus mal. Et du coup ça leur avait mis un peu la puce à l'oreille et en fait tout simplement le thérapeute guérissait, je mets des guillemets quand je dis ça, vous pouvez pas me voir parce que je suis en audio, mais guérissait un point et me refoutait de la merde dans un autre point, un peu comme une stratégie de fidélisation, tu vois, genre ok vas-y je vais apaiser ce point là pour qu'elle sente quand même qu'il y a une décision, enfin que ça va mieux, qu'il y a quelque chose, que ça fonctionne, mais lui me collait plein de merde énergétique dessus, plein d'entités, plein de mauvaises énergies, on pourrait même parler entre guillemets un peu de mauvais sang, même si j'aime pas trop ce terme là, mais vous voyez l'idée, pour que la personne elle revienne en fait tout le temps. Et donc c'est pour vous dire en fait que tous les thérapeutes n'ont pas, alors j'espère dans mon monde parfait de bisounours, j'aimerais bien que la majorité des thérapeutes soient comme ça, mais c'est pas le cas parce que j'ai été confrontée à des gens du coup qui sont venus me voir parce qu'ils avaient des suspicions sans forcément m'expliquer l'histoire, hein. Ils me disaient juste voilà, je pense que j'ai quelque chose sur moi mais j'arrive pas à savoir quoi, et moi quand je me connectais à elle et que je faisais le soin, je voyais clairement la tête de quelqu'un, et quand je leur disais à quoi ressemblait la personne, comment elle parlait, comment elle était, en fait c'était leur thérapeute. Donc voilà, tout ça pour vous dire que du coup ça existe aussi, et que ça non plus ce n'est pas bien. Ça paraît très logique mais je le dis quand même. Donc le point aussi, 6e point qu'on peut rajouter à ce podcast, c'est qu'un thérapeute doit faire en sorte que ses patients qui viennent, ses coachés qui viennent, deviennent autonomes dans leur guérison. Voilà, sinon on tombe dans une sorte de dépendance à son thérapeute, et c'est pas non plus très sain comme relation. J'espère que ce podcast t'aura parlé, que ça te donnera des clés soit pour choisir ton thérapeute, soit pour toi-même si tu as envie de devenir thérapeute, te dire ok, je me fais une petite liste et quand je me formerai il faut que je fasse attention à ça. On se retrouve demain pour un nouvel épisode, bien entendu. Je te souhaite une belle journée ou soirée suivant quand tu m'écoutes, et à très vite.